Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, ce webinaire vous sera présenté par le groupe de travail IA génératif du Hub France IA, qui est une association indépendante d'intérêt général dont la mission est d'accompagner l'adoption d'une IA responsable, éthique, souveraine et de soutenir son déploiement en France et en Europe. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui pour échanger sur la thématique de l'introduction de la GenAI en entreprise. Pour vous accompagner dans cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir Charles-Antoine Poirier, Marie-Anne Versolone, Luc Transler et François-Alexandre Glaudet, qui nous Bonjour. apporteront un éclairage sur ce sujet. Ce webinaire sera enregistré et mis à votre disposition par la suite. Et bien sûr, un temps d'échange sera réservé pour répondre à toutes vos questions à la fin de cette présentation. Je vais vous laisser entrer toutes vos questions et réponses dans la partie Q&A de Teams. Et sans plus attendre, je vous propose que nous commencions. Bonjour à toutes et tous. Alors, vous vous souvenez, c'était l'année dernière, on nous a beaucoup rabattu sur les sujets de la bulle IA. On en a un petit peu parlé en début d'année. Ça reste un sujet latent. Et ça, très bien, ça tombe bien que ça reste un sujet latent parce qu'en fait, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Nous, on vous propose d'embarquer l'IA dans votre entreprise pour une meilleure efficacité de vos activités, pour une plus grande utilité auprès de vos collaborateurs et donc certainement plus de valeur pour vos clients et vos partenaires. Nous allons faire ça en deux temps. Aujourd'hui, on vous propose d'aborder les fondamentaux, les éléments qui sont valables dans tous les types d'entreprises. En tout cas, les participants les intervenants sont là, on travaille dans toutes ces entreprises différentes pour vous mettre ensemble ces rétex. Donc, c'est des blocs à assembler en fonction de votre contexte qui sont nécessaires, simples, essentiels et pragmatiques. Ensuite, dans un deuxième temps, en fait dans un mois pour tout dire, nous vous proposerons un moment de partage un peu plus long, sur une matinée, une conversation en votre présence. Alors ça sera sur Paris, et on vous en parlera un tout petit peu plus tard et nous aurons l'occasion d'y aborder plus en détail la conduite des différents types de projets d'IA, des retours terrain et ça viendra donc compléter les bonnes pratiques que l'on va vous présenter aujourd'hui. En 2026, la GenAI continue de s'intégrer dans nos vies, souvent d'abord à titre perso, ça c'est des constats très fréquents, et parfois plus subtilement à titre pro. Quand on dit subtilement, ça veut dire shadow AI, hein. En touchant tous les aspects de l'économie et tous les secteurs. Le rythme infernal de 2025 des breaking news continue en 2026. Là, on ne change pas une équipe qui gagne. La lutte est âpre chez les vendeurs de modèles d'IA, plus de performance, plus économe en énergie, enfin, il faut espérer, et fournissant des fonctionnalités de plus en plus impactantes pour toutes les entreprises et les collaboratrices. Bien entendu, tout cela s'inscrit sur le fond de l'agentique, de l'IA agentique. Petit disclaimer, le Hub France IA a publié son livre blanc en janvier dernier sur les agents et il est disponible dans les meilleurs kiosques numériques du Hub France IA gratuitement. Euh, Cela renforce donc l'enjeu de l'intégration de l'IA dans les différents secteurs de l'économie, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, la finance, l'industrie et les services publics, et j'en ai bien entendu oublié, mais aussi, indépendamment de ces différents secteurs, dans les différentes fonctions de l'entreprise, que ce soit le juridique, l'expérience client, en passant par le marketing, la com, la conception des offres et produits, la R&D, le développement. Et donc, la question que beaucoup d'entre vous se posent probablement, comment bien démarrer? Comment embarquer la GenAI pour mes équipes, mes clients, mes services, sans céder à la hype ou à la dystopie, donc de manière productive et pertinente. À cette question, comme en écho, surgissent d'autres sujets sur la réglementation, sur l'éthique, sur la confidentialité. Quelle transparence, quelle gouvernance? Bref, l'avenir de l'IA s'annonce plutôt prometteur. Vous voyez qu'on est plutôt dans un ton assez positif, plein de potentiel, mais
aussi remplie de challenges. Ce serait bien donc de disposer d'une forme de carte pour voir un peu plus clair dans ce maquis et arriver à ouvrir une voie praticable dans votre entreprise. Et cette voie, c'est justement ce qu'on vous propose d'aborder et c'est ce qui va structurer notre présentation d'aujourd'hui. Parce qu'embarquer la GenAI, ça ne se résume pas à l'adoption d'outils techniques, encore moins à la mise en place d'un chatbot. Vous avez certainement déjà ça dans votre entreprise, mais ça nécessite une transformation organisationnelle complète. La vision stratégique permet d'inscrire la GenAI dans le cadre de l'entreprise, s'aligner avec la vision et la stratégie que l'entreprise a par ailleurs. Ça ne doit pas être un bricolage sur un coin de table, ça doit être une feuille de route qui identifie là où la GenAI est pressentie pour être suffisamment transformative. L'IA n'a pas besoin de s'introduire partout, tout le temps, mais on doit le faire de manière raisonnée. Le tout doit être cadré par un ensemble de règles pour maîtriser les risques, l'éthique, la confidentialité, la sécurité, les biais, il paraît que l'IA en a, les aspects réglementaires, la propriété intellectuelle. Le premier pas vers l'implémentation d'une telle stratégie, ça sera vos collaborateurs, vos collaboratrices. Ils vont adopter la GenAI pour leur activité pro, officiellement cette fois-ci, et utilement, après l'avoir intégrée très très largement dans leur pratique personnelle en 2025. Peut-être aussi en ce début 2026 accessoirement. Pour cela, il faut sensibiliser, embarquer, former à la fois les métiers pour qu'ils comprennent ce qui est possible et ce qui est illusoire, mais aussi l'IT. Croyez-le ou non, l'IT a besoin de se faire sensibiliser à l'introduction de l'IA générative. Et cette compréhension approfondie, partagée, va vous permettre d'ouvrir la voie à la recherche des meilleurs cas d'utilisation, métier, business par business, avec un certain nombre de phases sur lesquelles on reviendra par la suite. Discovery, Define, Design, Develop, Deploy, tout ça en bon français, bien entendu. Cela passe par une proximité. Cette proximité, vous allez la cultiver entre les opérationnels et la tech. C'est ce chemin que l'on vous propose aujourd'hui et ce sont les fondamentaux de l'embarquement de GenAI fructueuse. Alors, ce slide abominable, Pauline a essayé de combattre pendant des mois sur ce truc abominable, mais en fait, on tient à indiquer que ces trois fondamentaux, donc la vision, l'adoption, la proximité, ils sont liés entre eux. Ils ont besoin des uns des autres, ils ne sont pas indépendants. Et surtout, ils se déroulent en parallèle tout au long de votre projet d'introduction de l'IA générative en entreprise. Ils ne sont surtout pas séquentiels comme la présentation qui suit pourrait le laisser entendre. Tout ça se passe en parallèle avec des intensités variables dans le temps. Au début, peut-être que la vision stratégique et l'adoption occuperont plus d'espace pour que la proximité prenne le relais par la suite. Tout au long de notre présentation, nous allons couvrir à la fois des recettes éprouvées pour être certain de rater l'introduction de la GenAI en entreprise. Vous les retrouverez très régulièrement. On en a toutes et tous rencontré hein, sur d'autres types de projets, l'IA n'étant pas exclusivement le sujet de ces ratés extraordinaires. Mais il y en a quand même qui sont très liés à l'IA, effectivement. Et pour rester sur une note positive, nous avons épicé ces recettes avec des ingrédients, eux, essentiels pour réussir l'embarquement de l'IA dans votre entreprise. Ça sera à intégrer dans la propre recette que vous allez fabriquer, on espère, sur la base des éléments que nous allons partager avec vous. Sans plus attendre, on commence par la partie vision et c'est Marianne qui prend le relais. Bonjour à tous et à toutes. Merci Charles-Antoine. Donc, il est grand temps de casser des œufs, si je comprends bien. Exactement. Merci. Donc, maintenant qu'on a pointé du doigt les échecs, les écueils, les leviers de succès pour l'introduction, je pense qu'il faut aujourd'hui, je vais m'appuyer sur ce socle pour entrer dans le vif du sujet. Comment construit-on une vision stratégique pour intégrer la GenAI dans vos organisations?
Donc déjà, le premier constat, et Charles-Antoine a pu en parler très rapidement, c'est qu'on constate en pratique, c'est que une direction décide de structurer sa stratégie de GenAI, les usages sont généralement déjà en place depuis des mois, sans forcément de validation formelle. Souvent sans que personne dans l'organisation sache exactement ce qui se passe. Donc, un collaborateur qui va utiliser un modèle public pour préparer un support interne ou pour automatiser ses comptes rendus clients. Donc, ces usages, ils existent, ils fonctionnent et ils vont se propager sans que la direction les décide ou non. C'est ce que l'on nomme le shadow AI. Et donc, c'est un changement de posture, car derrière ce shadow AI, il y a quelque chose de plus profond que l'on appelle le dilemme de la démocratisation. Donc, c'est un grand mot, mais c'est en fait tout simplement pour la première fois, on a des outils qui sont très puissants et accessibles par tous, par n'importe quel collaborateur qui peut en quelques secondes interagir avec un LLM et qui peut rédiger, analyser, synthétiser, même générer du code. Donc, c'est une vraie rupture et c'est là où on doit insister par rapport au projet IT classique. Ici, l'usage précède la décision. On ne pousse plus un outil vers les équipes, c'est un petit peu l'inverse. Donc, on a deux situations très différentes qui vont se présenter. Est-ce qu'on encadre, on canalise des usages qui existent déjà ou est-ce qu'on structure une démarche pour en développer des nouveaux, pour pouvoir amener de nouveaux outils? Dans les deux cas, la réponse n'est de ne pas attendre, que ce soit pour sécuriser ou pour créer de la valeur. Ce qui fait la différence, c'est la posture de la direction. S'impliquer tôt, poser un cadre, même imparfait, et avoir la discipline de le faire évoluer. Parce que cette transformation, par nature, elle possède ce caractère itératif. Donc, on est loin du schéma classique, cahier des charges, développement, déploiement. Ici, les cas d'usage avec les projets GenAI, les modèles, on le voit, évoluent tous les trimestres. Les cas d'usage émergent du terrain, de la pratique. Donc, la bonne posture, et on le voit ici, c'est la boucle apprenante. On va observer, structurer, encadrer, adopter et ajuster. Donc, à chaque tour, la vision va s'affiner, le cadre s'ajuste et l'organisation, en fait, capitalise, vos entreprises capitalisent sur les apprentissages tirés de la pratique. Donc, on va passer au concret. Comment structurer? C'est ce que vous voyez, notre oignon stratégique. Cet oignon, il a 4 couches interdépendantes qui s'alimentent les unes les autres. Ce qui fait tenir l'ensemble, c'est leur cohérence. On retire une couche et le dispositif, en fait, perd de son élan et de sa solidité. Donc, on a la première, donc dans les 4 couches, on a la valeur métier, les données, la gouvernance et l'acculturation. Donc, on va rentrer en détail dans chacune de ces couches. Déjà, la première couche, vraiment la couche fondatrice, la valeur métier, c'est la question, qu'est-ce que la GenAI peut faire pour nous? Ça génère, et on le voit en pratique, une liste de 20, 30, 50 idées. C'est extrêmement prolifique. Mais ça ne permet pas de prioriser. On disperse de l'énergie sur de multiples chantiers, des pilotes qui très fréquemment n'arrivent pas à maturité. Donc, la question pertinente, finalement, elle est un peu plus serrée. Quel problème précis pour quelle population? Avec quel impact sur l'activité? Et selon quel indicateur mesurable? Et cette question, en fait, de cette valeur métier, on va avoir la boussole, donc sur le ROI. On va aborder cette question frontalement parce que c'est un sujet, en fait, qui revient dans toutes les conversations. Mais avant toute chose, il faut soulever un bémol. Mesurer les gains des projets GenAI de manière totalement objective aujourd'hui reste un vrai défi car on est toujours en phase de découverte, de développement. Donc, il faut vraiment comprendre que ces bénéfices de projets GenAI sont majoritairement qualitatifs au départ. On va obtenir du confort. De ce fait, on structure l'analyse différemment. On va utiliser ces 3 axes qui sont listés. L'efficience opérationnelle, donc un temps récupéré sur des tâches à faible valeur. C'est l'axe le plus facile à documenter. L'augmentation de capacité. Donc, on analyse 100% des retours clients au lieu de 5%. On a une même équipe, une meilleure output. Et enfin, le plus sous-évalué, sûrement avec ma casquette de juriste, le ROI d'évitement. Quel est le coût d'une fuite de propriété intellectuelle via un modèle public? Une erreur de génération glissée sans vérification dans un contrat, une non-conformité à l'IA Act par une organisation qui serait devenue fournisseur, qui aurait changé de rôle de déployeur à fournisseur au sens réglementaire, donc sans s'en rendre compte. Donc,
La stratégie doit également intégrer ces risques dès le départ. Sur la seconde couche, on est vraiment dans le carburant, les données. Donc, chaque cas d'usage, on l'analyse à travers les données qu'il touche, la nature, la sensibilité, l'environnement de traitement, les contraintes qui s'appliquent. C'est à la fois donc un exercice de gouvernance et un exercice stratégique. On a une exposition juridique et réputationnelle. Elle est très différente en fait selon que vous soyez sur un modèle SaaS grand public ou sur l'utilisation d'une infrastructure hébergée dans un environnement maîtrisé, en premises, donc un modèle déployé en interne. On ne va pas avoir les mêmes contrats, pas les mêmes garanties, ni même les mêmes interlocuteurs réglementaires. Donc, cela permet notamment de cadrer les usages développés dans la nature, mais ça a également un effet direct sur l'adoption. Et on la sous-estime fréquemment. Une fois que les équipes savent précisément ce qui est autorisé, généralement, on peut le voir en pratique, ils vont agir avec plus de confiance et plus de pertinence. Donc, en fait, l'ambiguïté sur l'utilisation de certaines données reste un frein à l'adoption. On continue encore à l'observer. Ça génère une autocensure et qui peut bloquer des initiatives légitimes. Un exemple tout à fait concret, une DRH qui voudrait analyser des retours d'entretien annuels. On a un outil, on a un besoin, mais la question qui bloque est est-ce que je peux envoyer ces données dans un modèle externe? C'est une couche, c'est vraiment à intégrer dans la stratégie et la gouvernance. La gouvernance, donc c'est le système d'exploitation, là, c'est le moteur du dispositif. Il faut qu'on soit assez clair sur ce que ça veut dire. Je sais que ce mot de gouvernance génère souvent une résistance, peut-être légitime, dans des organisations qui ont peut-être vu leur processus être un petit peu plus rigidifié, plus lent, plus figé, coupé du terrain. Mais ici, ce qu'on aimerait partager, ce qu'on aimerait pointer du doigt, ce qu'on met en place, c'est quelque chose de structurellement différent. C'est une gouvernance dite vivante qui va être nourrie par la pratique et le terrain, donc dont le rôle est vraiment d'accélérer ce qui fonctionne, autant que de cadrer les risques réglementaires, par exemple, et les pratiques par une cartographie précise des usages, des systèmes et des modèles utilisés notamment. Donc, dans cette gouvernance, il y a 3 piliers. On commence par impliquer pour expliquer. Ça commence par un comité de pilotage transversal avec différents business units. La direction va donner la vision, va libérer les ressources. Les métiers, il faut remonter les cas d'utilisation qui ont du potentiel sur le terrain. Le juridique cadre les risques et la DSI valide la faisabilité. Donc ensemble, on le voit, ils vont faire le lien entre ce qui se passe sur le terrain et ce que l'organisation veut atteindre. Il y a un autre point à souligner, un anti-pattern aussi que l'on remarque en pratique, c'est la légitimité par l'usage. Donc un dirigeant qui pilote une stratégie IA sans jamais avoir ouvert un outil de GenAI, bon, sans avoir utilisé ChatGPT par exemple, ça me paraît très éloigné, mais tout de même. Donc excusez-moi pour ce parallèle un peu des années 2000, c'est un peu comme un CEO qui validerait un virage e-commerce sans avoir commandé en ligne. C'est assez important. Le deuxième silo, protéger l'expérimentation, les garde-fous. On peut penser à une charte IA opérationnelle, courte, évolutive, qui va exactement, très précisément dire ce qui est autorisé par défaut, interdit, ce qui nécessite une validation. Et avec assez de précision également pour éviter les collaborateurs d'interpréter cette charte. Donc il faut que ce soit vraiment ancré dans la pratique. Et elle doit continuer à évoluer. On est toujours dans le côté itératif, donc nourri par les remontées du terrain, avec peut-être des zones de friction qui vont émerger, que la pratique va faire apparaître, donc, et que le cadre initial n'aurait pas identifié. Enfin, et c'est peut-être le socle le plus déterminant de ces 3G, le feu vert. Le feu vert, c'est le moment où le management valide qu'un usage est aligné avec la stratégie, pose les indicateurs et s'y engage vraiment. Enfin, on va avoir la 4e et dernière couche, la plus structurante pour la durée, c'est l'acculturation. C'est peut-être la couche que les organisations finalement sous-investissent
le plus, parce qu'elle ressemble peut-être de loin à une conduite de changement classique, avec des sessions de formation lors d'un lancement d'un pilote, d'un projet autour du déploiement. Avec un projet de GenAI, ça ne suffit plus. Les modèles, on le voit encore une fois, évoluent tous les trimestres. Ce qui était vrai en janvier peut être différent dans 6 mois. Donc ici, la culturation, ce n'est pas un événement qui va être ponctuel. On va vraiment parler d'un programme en continu dont l'objectif final est le discernement. Le discernement, c'est la capacité de vos collaborateurs à voir les limites d'un modèle, à reconnaître une erreur, une hallucination, un biais, à distinguer ce qui peut être délégué à cet outil et finalement ce qui nécessiterait un jugement humain, une intervention humaine. Donc on le sait, se trompe. C'est une conviction, je pense, qui est partagée par tous. Et ce sera d'ailleurs, cette acculturation sera un sujet qui sera abordé plus en détail dans la section suivante par Luc. Donc, si on reprend ces 4 couches, euh, valeur métier, la gouvernance, l'acculturation, euh, ces 4 couches forment un système et c'est la direction qui en est garante. Mais ces 4 couches, elles ne restent pas figées. Et je reviens à nouveau sur le côté itératif. Elles s'articulent dans la boucle qu'on a décrite plus tôt. Discovery, stratégie, gouvernance, adoption et feedback. Donc à chaque tour, on a la vision, le cadre qui s'ajuste. Et cette dynamique-là, en fait, fait la différence entre une organisation qui va avancer plutôt que de relancer à zéro des projets encore et encore sans arriver à maturité. Dans ce schéma-là, le feedback, ce n'est pas simplement une remontée d'informations, c'est vraiment le levier qui va permettre à la direction de rester dans la boucle, ce qui va permettre de reconnaître les indicateurs, de comprendre si les indicateurs de chaque cas d'usage sont bien remontés au comité de gouvernance et arbitrer en temps réel. On arrête, on continue, on met plus de ressources. Et c'est précisément cette articulation entre la vision stratégique et les réalités du terrain qu'on va creuser ensemble dans la suite de ce webinaire. Je passe donc la parole à Luc. Merci Marianne. Je vais en effet développer un peu plus cette partie adoption et comment du coup on peut en effet continuer avec une autre méthodologie. On va vous présenter plusieurs outils, méthodologie pour être le plus pratico-pratique, mais qui sera à nouveau, encore une fois, une méthodologie itérative. Cette méthodologie que je vous propose pour faciliter cette adoption, j'insiste aussi sur adoption responsable, je dirais, de la GenAI auprès des collaborateurs. Elle va se découper en 4 étapes. La toute première étape, comme elle est vraiment importante, je ne l'ai pas nommée étape numéro 1, je l'ai appelée étape numéro 0. Et ça reprend exactement du coup ce que vient de dire Marianne par rapport à la mise en place du coup d'une véritable gouvernance IA avec ces fameuses, notamment chartes IA. Juste ce que je voulais apporter en complément. On le sait, ces fameuses chartes IA qui ont beaucoup fleuri ces dernières années, souvent font une dizaine de pages, ne sont pas forcément toujours lues par les collaborateurs. Et ce que moi, j'ai tendance souvent à recommander, c'est d'essayer d'extraire de vos chartes IA des grands principes directeurs, 4, 5, 6 principes maximum directeurs, que vous pouvez après placarder sur des murs en format A3 ou que vous pouvez distribuer comme des flyers, mais qui vont avoir pour objectif, comme leur nom leur indique, de pouvoir poser un cadre dans lequel les collaborateurs peuvent se sentir, entre guillemets, en confiance dans l'usage de la GenAI. On va retrouver régulièrement ce type de principe que vous avez à l'écran, la responsabilité, la confidentialité, la transparence dans ses productions avec l'IA, l'esprit critique qui fait appel à la fois, comme le disait Marianne, à savoir discerner, déjouer les hallucinations, mais aussi esprit critique dans le sens où est-ce que là, je ne vais pas plutôt utiliser mon cerveau plutôt que l'IA pour pas trop atrophier mes capacités cognitives, la pertinence qui peut faire appel à tout ce qui va être usage utile versus utile, et la bienveillance. Je vais y revenir, la bienveillance, parce qu'on n'est pas tous au même niveau d'adoption, même 3 ans après, face à ces outils-là. Et ce que je recommande aussi souvent dans ces fameuses, on va dire, affiches A3, c'est juste de rappeler, bien entendu, aussi les outils sur lesquels l'entreprise s'est mis d'accord pour que les collaborateurs utilisent derrière la GenAI et ne fassent pas, du coup, ce fameux Shadow AI. Tout ça, bien sûr, c'est des choses, encore une fois, qui peuvent évoluer. Mais ça reste quand même la première brique avant, je voulais insister aussi sur ce point-là, de passer aux étapes suivantes. L'étape suivante, c'est tout simplement de faire une photo de où on en est au sein de votre organisation dans l'adoption de ces outils. Cette photo, elle est assez simple à réaliser. Ça peut être tout simplement un questionnaire, un email avec 3 questions dedans. Pas la peine de faire des questionnaires à rallonge.
avec une toute première question qui va être assez structurante. Moi, la question souvent que je pose en premier dans cette photo-là, c'est tout simplement la fréquence d'usage, qui en dit souvent beaucoup dans l'adoption de ces outils. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui cet outil tous les jours? Est-ce que c'est plutôt quelques fois par semaine? Ou est-ce que vous n'avez pas le réflexe? Bien sûr, c'est OK, même 3 ans après, de ne pas encore avoir le réflexe d'utiliser ces outils-là. Et ça, déjà, ça va vous donner 3 catégories, on verra, d'utilisateurs, avec du coup une approche qui sera différente. Deuxième question, ça peut être, bon, si vous l'utilisez, c'est quoi votre top 3 des usages? On l'a dit, que vous ayez ou pas mis en place une gouvernance, les gens l'utilisent déjà, ils ont déjà des cas d'usage qui marchent, sinon ils n'utiliseraient pas l'outil. Donc allons recenser également, bien sûr, ces cas d'usage via ce questionnaire. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas le réflexe aujourd'hui d'utiliser, quels sont vos freins? Et ça, on verra, c'est des choses qui vont beaucoup nous nourrir, c'est ces retours-là, pour la deuxième étape. Donc la première question, je le disais, elle est structurante, elle vous permet d'identifier 3 profils d'utilisateurs. Les premiers, ceux qui n'ont pas le réflexe aujourd'hui de l'utiliser, il y en a encore aujourd'hui, bien sûr, en 2026, c'est ce que je vais qualifier de réticents. Réticent, c'est pas forcément un terme négatif. Ça peut être des personnes, tout simplement, qui n'ont pas encore trouvé le temps, qui n'ont pas eu l'envie, la curiosité d'utiliser ces outils-là. Ça peut aussi, bien entendu, être des personnes qui sont réticents, mais au sens réfractaire, qui ont des freins dans l'adoption de ces outils. Et à ce niveau-là, du coup, il y a souvent 3 freins que j'identifie qu'il va falloir, du coup, lever pour faciliter cette adoption. Le premier frein, ça peut être un frein tout à fait légitime, hein, comme les 2 autres freins que je citerai, un frein sur des craintes, des peurs autour des limites et des risques de l'IA générative, qui est un outil, on le sait, très puissant, mais aussi à double tranchant. Donc il y en a 6 souvent qu'on identifie et qu'il faut en effet démystifier. L'IA et l'environnement. L'IA et ce qu'on a dit tout à l'heure, les hallucinations ou le fait que les IA ne répondent pas toujours de façon complètement exhaustive, il ne faut pas toujours se limiter à leur réponse. L'IA et la protection des données. Donc là, typiquement, on est sur 3 limites qui sont souvent assez prégnantes, mais qui ont aussi beaucoup évolué. Moi, j'aurais pas du tout les mêmes discours en 2026 qu'en 2023. Donc c'est souvent aussi important de se mettre à jour, parce qu'il y a des modèles qui sortent tous les trimestres, voire tous les mois, et qui repoussent sans cesse ces limites-là. Par contre, un risque qui, lui, ne fait que s'aggraver avec le temps, et ça, il faut aussi en être conscient, c'est cette fameuse perte d'expertise, dette cognitive. Plus on utilise cet outil-là, parce qu'on a des gains de confort, plus aussi, du coup, on fait moins travailler son cerveau. Donc là, il y a quand même un sujet aussi important sur le long terme à travailler. Et ensuite, on en a 2 autres qui sont un peu moins prégnants aujourd'hui parce qu'ils ont aussi évolué d'une certaine façon. Les biais, il y en a toujours, mais ça a quand même bien diminué depuis 2023. Et expliquer aussi ce concept de modèle probabiliste qui fait que, à un même prompt, je n'ai pas toujours la même réponse. C'est aussi un concept qui convient des fois d'expliquer pour lever des freins. Donc ça, c'est un des premiers freins. Le deuxième frein qu'on peut retrouver auprès des personnes réticentes, c'est des freins autour de la technicité. Ça peut être des personnes qui ont testé en 2023, en 2024, et ils ont vu que ça ne marchait pas parce qu'il y avait une grosse hallucination ou ils ont tout simplement très mal prompté, et ils sont restés du coup en retrait dans l'usage de la technologie, et parce qu'ils n'ont pas forcément non plus reçu les bonnes pratiques, les bonnes techniques et la bonne acculturation. Et enfin, je détecte aussi un troisième type de frein qui est peut-être le plus prégnant encore aujourd'hui en 2026, c'est ne pas avoir identifié de cas d'usage. C'est-à-dire qu'on peut avoir compris les limites et les risques, on peut avoir compris toute la technicité derrière ces outils-là, mais pour autant, dans son métier, je ne sais pas, de marketing, de comptable, de commercial, de chef de projet, on peut ne pas avoir trouvé de cas d'usage et du coup, forcément, on ne va pas en avoir une adoption. Et donc, pour ce troisième frein, il faut inspirer ces personnes-là, ces profils-là, avec les 2 autres profils. Donc les 2 autres profils, on a les expérimentateurs, c'est ceux qui ont répondu: «Moi, j'utilise quelques fois par semaine». Donc si j'utilise quelques fois par semaine, ça veut dire que j'ai trouvé des cas d'usage pertinents et je pouvais pouvoir du coup inspirer justement les réticents en leur montrant que, des quick wins, que peuvent permettre en effet, ces assistants. Et puis on a les bilingues, ce que j'appelle en tout cas les bilingues, c'est ceux qui en ont un usage aujourd'hui quotidien, depuis peut-être même déjà plusieurs mois / années, qui sont même passés, je dirais, au niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'ils se construisent leur propre assistant, voire agent IA, et qui peuvent aussi du coup partager à leurs autres collègues. Et ils ont aussi compris, ces personnes-là, qu'un assistant ne fait pas tout, qu'il des fois il faut aller sur d'autres assistants, qu'il faut jongler entre différents assistants. Quand vous faites cette photo-là, vous aurez du coup ce pourcentage. Aujourd'hui, en moyenne, comme moi j'interviens auprès des entreprises, je fais toujours ce sondage-là. En 2026, on est sur du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est extrêmement hétérogène dans l'adoption aujourd'hui de ces outils-là. Sauf quand je suis face à des entreprises du numérique, qui sont peut-être beaucoup représentées, je pense peut-être dans l'audience, où là, auprès des entreprises du numérique, je suis plutôt à du 10% de réticents, 20% d'expérimentateurs et 70% de bilingues. Donc le secteur du numérique, de fait, est en effet beaucoup plus dans une adoption de ces outils-là. Mais je vous inviterai du coup à déjà aussi comparer avec votre propre organisation si vous avez ces chiffres-là.
C'est seulement qu'à ce moment-là que moi je recommande de passer en effet sur des formations. Certainement, beaucoup d'entre vous les ont déjà fait, ces fameuses formations de sensibilisation. Mais c'est important aussi d'en refaire, parce que entre 2023 et 2004, il y a beaucoup de choses qui ont évolué aujourd'hui en 2026. Et donc, on commence à avoir des nouvelles vagues de formations pour aller sur d'autres niveaux d'expérimentation. Donc, on retrouve, pour en tout cas les premières journées, des programmes souvent assez similaires divisés en 3 parties. On a tout d'abord un rappel de c'est quoi l'IA, c'est pas que l'IA générative, même si on va beaucoup parler dans cette journée de l'IA générative. On rappelle en effet les limites et les risques de l'IA. Grâce au questionnaire, on a identifié si, tiens, c'est quoi le principal frein? Ah si c'est lié à l'environnement auprès de mes collaborateurs, je vais un peu plus accentuer sur ce sujet-là. Je vais montrer en effet que tout n'est pas blanc, mais tout n'est pas noir non plus. Il y a un curseur à trouver pour en avoir une adoption qui soit responsable. Ensuite, j'enseigne sur les sujets du coup de prompting, mais aussi des fonctionnalités autour de l'outil qu'on a choisi dans l'entreprise. Et enfin, très important, on passe de la pratique à des ateliers. L'idée, c'est de faire ces formations par métier pour pouvoir proposer des cas d'usage métiers directement applicables du coup aux métiers qui seront dans la formation. Et ces cas d'usage, ils peuvent être également, je le disais, collectés dans le questionnaire. C'était la troisième question de mon questionnaire. Et puis si les gens sont déjà acculturés à l'IA, on les forme du coup au next step, qui sont les fameux assistants IA et agents IA. Quatrième, pardon, je vais commencer par 0. Quatrième et dernière étape, ça c'est très important, c'est les rituels. On parle beaucoup d'itération. Là, les rituels, c'est pour éviter que tout retombe comme un soufflet. Moi, je propose 4 rituels. Bien sûr, on peut prendre juste une combinaison de ces rituels-là pour éviter que ça retombe comme un soufflet. Une première, ça peut être de mettre en place une commission, ou ce qu'on peut appeler aussi une guilde IA, qui va se retrouver une fois par mois pendant 1 heure avec différents services représentés. Chaque service aura du coup un temps de parole. Si on est 6 services par exemple, c'est 10 minutes pour partager en 10 minutes qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier, le mois précédent, depuis notre dernière commission IA dans le service avec de l'IA, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les nouveaux outils, les nouvelles fonctionnalités. L'idée là, c'est de mutualiser une forme de veille, de retour d'expérience. Et on peut ensuite redescendre ce qu'on a appris des autres services dans son propre service. On a ce rôle-là. Mais on peut aussi inviter dans cette réunion la personne en charge de la communication interne qui pourra faire une newsletter pour la faire parvenir à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent à leur tour, chaque mois, avoir aussi des retours d'expérience de ce qu'ont pu faire les différents services sur les différents outils. Et ça permet de maintenir une veille, une discussion, un flot d'échanges sur ces sujets qui, vous le savez, bougent régulièrement. Et comme aujourd'hui, il y a également les fameux assistants IA, agents IA, qui auprès des bilingues, pour prendre le terme de tout à l'heure, commencent un peu à fleurir dans les différents services. Moi, je recommande également pour cette animation de mettre en place des registres des assistants, des registres des agents, comme des registres du personnel, pour 2 raisons. La première, pour une raison de traçabilité et de sécurité, de pouvoir arriver à mettre en face de chaque agent un responsable bien humain en chair et en os, qui va avoir la responsabilité de documenter son assistant avec le prompt system et tous les points de vigilance. Si jamais il part en vacances ou s'il quitte l'entreprise, il faut qu'on ait quand même toute l'information sur ce que fait son agent en toute autonomie. Et la deuxième vertu de ce fichier-là, c'est tout simplement d'inspirer les autres collaborateurs sur ce qu'ils peuvent faire également avec ces assistants-là. Et puis cette fameuse photo, ce fameux questionnaire, je vous invite moi à le faire 2 fois par an pour voir si tous ces rituels et ces formations ont amené à faire évoluer du coup ces fameux pourcentages. Donc voici en synthèse les 4 étapes que je recommande. Certains d'entre vous ont certainement fait 0, 1, 2, peut-être pas encore 3, et même la formation, c'est des choses qu'il faut, je le disais, répéter, répéter, répéter. Donc là, on est sur des assistants IA auprès des collaborateurs. Ce que va vous présenter à présent François Alexandre, c'est des projets IA, donc peut-être beaucoup plus conséquents que de simples assistants IA, où là, on va se retrouver également avec d'autres dynamiques et d'autres méthodologies également à mettre en place. Bonjour à tous et merci pour toutes ces introductions. Si je dois faire une synthèse de tout ça, pas une synthèse de tout ça, mais compléter tout ça, c'est de parler, quand on parle d'IA, et notamment d'IA générative, de proximité. Que ce soit pour des petits, très petits, comme des plus grands projets d'adoption de cette technologie dans l'entreprise. On a souvent un réflexe en entreprise, ça va être de pouvoir faire un peu la chose suivante, c'est-à-dire penser en termes de stratégie à des cas d'usage, penser en termes de stratégie à une volonté de transformation de l'entreprise, trouver un budget pour le faire, monter une équipe de personnes ultra compétentes pour le faire,
Ensuite, dérouler le projet, le déployer, et puis à la fin des fins, le déployer, faire des grands plans de transformation, pousser de la communication, pousser la nouvelle sortie du nouvel agent, du nouvel outil interne IA. Et puis à la fin des fins, on s'aperçoit qu'on a en réalité 5% d'adoption de l'outil. Ça, c'est un grand réflexe qu'on a, y compris dans toute création de produit. Et puis, on peut avoir un autre réflexe un petit peu différent, qui est de se dire comment est-ce qu'on peut faire une IA qui soit adaptée à chacun de mes collaborateurs, ou en tout cas à des groupes de collaborateurs plus ciblés. Une IA qui réponde, comme Marianne nous disait, à un problème pour une cible et qui a une solution précise. Et en faisant cette démarche, en se disant on modifie le business model en partant du principe que l'impact, le business model, c'est une hypothèse qu'on émet, et que petit à petit, on va pouvoir comme ça affiner notre connaissance de ce qui se passe, on va faire peut-être pas un grand projet calé pour tout le monde, pardon, un grand projet trop calé pour tout le monde, mais des petits projets ultra ciblés et que les gens qui vont vraiment correspondre à ce dont les gens attendent, à ce que les gens attendent, à leur vie quotidienne, et donc dans lesquels ils vont d'eux-mêmes se jeter dessus. Et si vous regardez le résultat à la fin, il est assez parlant, puisque quand on pousse les gens à utiliser un outil développé par 150 ingénieurs dans une DSI, 150 prestataires dans une DSI, très souvent, ils vont sortir un petit peu sonner du truc, ils vont bon à malin l'utiliser, mais pas toujours être hyper enthousiastes dessus. Si vous avez un cas d'usage fait en proximité extrêmement ciblé, ils vont en train d'être très contents, ils vont devenir ambassadeurs du sujet et ils vont continuer à le déployer dans l'entreprise. Et vous pourrez comme ça, de cas d'usage en cas d'usage, de petite section en petite section, faire tâche d'huile dans l'entreprise. Voilà. C'est vraiment une solution liée générique, elle est rarement adoptée massivement. Il faut penser à un besoin précis et qui va trouver naturellement ses utilisateurs. Un exemple terrain, c'est typiquement pour améliorer une productivité. Voilà. On veut améliorer la productivité de l'entreprise, ça reste assez vague. On veut améliorer le temps de réponse de l'appel d'offres des commerciaux dans tel secteur, là c'est beaucoup plus ciblé. Et on va avoir en face des commerciaux qui seront très contents de surperformer. Donc la première chose à faire là-dessus, c'est de peut-être avoir une grande ambition, peut-être penser gros, penser grand dans l'entreprise, mais toujours commencer petit. Et ça passe par un cadrage, en lien avec la vision stratégique dont Marianne a parlé tout à l'heure, qui soit véritablement ciblé et en proximité du terrain, des équipes, et peut-être même de 10 personnes qui vont l'utiliser au départ, mais qui vont permettre ensuite de pouvoir déployer dans l'entreprise une culture et une adoption plus massive de ce sujet, en particulier sur des sujets comme l'IA générative qui peuvent parfois soulever, Luc l'a montré tout à l'heure, des freins et des questionnements. La stratégie donne le cap, le cas d'usage donne le terrain, et l'itération dont Marianne parlait donne la preuve et réduit le risque que ensuite ce cas d'usage ne soit pas adapté. Un truc universel, c'est qui trop embrasse mal étreint. Il y a une tentation toujours très forte dans les programmes d'IA d'ouvrir plusieurs chantiers qui finissent souvent dans des POC d'ailleurs pas forcément industrialisés. On a eu un chiffre il y a un an qui a été assez marquant là-dessus. Et puis, ou alors de vouloir faire l'IA qui solutionne tout. Par exemple, l'IA, ok, on a un cas d'usage sur les métiers juridiques, et donc on va créer un assistant juridique. Et ça peut être un assistant juridique en tant que tel, ça va recouvrir tellement de sujets auprès de cette population que c'est pas un problème suffisamment précis. Donc on va aller encore plus loin, on va dire, ben là, on va le faire sur, par exemple, la relecture des contrats fournisseurs avant signature des actes d'achat, par exemple. Et là, donc, du coup, on passe d'un sujet assez large à un sujet extrêmement précis, extrêmement bien calibré, sur lequel on va pouvoir aussi réaliser des mesures de ce qui se passe concrètement sur le terrain au quotidien. Mais après, toutes les entreprises n'ont pas le même, comme Luc vient de le citer, les collaborateurs et les entreprises n'ont pas les mêmes niveaux de maturité vis-à-vis de l'IA. Tout le monde ne commence pas directement par faire de l'innovation et créer un nouveau produit, une nouvelle business line autour de l'intelligence artificielle, particulièrement générative dans ce cas précis. Donc, la plupart des organisations vont d'abord commencer par trouver des cas d'usage assez simples, assez ciblés, autour de l'automatisation de leur processus. Il suffit juste en tout cas, c'est juste. On va alors là ici faire plutôt un mapping des process internes, une cartographie de ces process, une urbanisation de ça. Et puis on va commencer à regarder, ok, qu'est-ce qui aujourd'hui peut être facilement automatisable dans l'organisation, dans des équipes qui ont une certaine maturité aussi, ou un certain besoin d'impact business concret et établi pour pouvoir faire ces automatisations.
Une fois cette acculturation faite, on va pouvoir aller sur un deuxième niveau de projet qui est l'optimisation. Ok, alors là, non seulement on peut automatiser les tâches, mais en plus, on peut en optimiser le temps de réalisation, on peut en optimiser le niveau de qualité, on peut en optimiser un certain nombre de paramètres business qui ont un vrai impact au quotidien sur la business line de l'entreprise. Et puis à la fin, une fois qu'on sait maîtriser tous ces outils, une fois qu'on a une culture interne bien établie là-dessus aussi, grâce à ces 2 premières étapes, plus facilement, on peut aller vers de l'innovation. Comment est-ce qu'on repense ces marchés? Comment est-ce qu'on repense ces processus internes, une fois optimisés et automatisés? Comment est-ce qu'on repense dans l'organisation de manière innovante, grâce à l'IA générative, le futur de l'entreprise? Toujours en lien entre le cas d'usage et la stratégie. Et donc, pour pouvoir faire bien cadrer ce cas d'usage, pour pouvoir être assez précis, quelles sont globalement les bonnes questions à se poser? Quelles sont les directions à prendre et comment bien faire en sorte que votre projet soit, comme on le disait, ciblé et calibré pour cette population? La première chose, c'est déjà d'être clair sur vos objectifs et sur le contexte. On a la vision stratégique dont on a parlé, mais derrière, concrètement, sur ce cas d'usage, quel est l'objectif business? Est-ce que c'est de pouvoir faire la croissance sur ce métier, sur ce business? Est-ce que c'est en améliorer la productivité? Est-ce que c'est d'améliorer la qualité du rendu? Concrètement, quel impact on veut dans le business? Et puis derrière, sur quel périmètre? Est-ce que c'est juridique France, par exemple? Le juridique peut avoir différentes réalités selon les pays. Donc, est-ce que c'est juridique France, juridique si vous êtes un groupe international? Est-ce que c'est un processus en particulier? Est-ce que c'est un marché sur lequel vous êtes mis au défi par des nouveaux concurrents? Voilà. Quels sont véritablement, de manière très fine et, si possible, qui trop en bas le train le plus petit possible, quel est ce périmètre et l'objectif business que vous lui associez? Et comme on ne peut rien transformer sans rien mesurer, quelles sont les performances cibles, quelles sont les métriques concrètement, qui vont vous permettre de mesurer ça et de mesurer que vous êtes sur la bonne voie, que votre petit cas d'usage va vraiment générer un impact business et surtout qu'est-ce qui permet de vous dire qu'il est efficace, qu'il est efficient. Par exemple, le taux d'erreur, c'est un métrique à prendre en compte assez fréquemment en IA générative. Là-dessus, maintenant que vous savez à peu près où vous voulez aller, comment est-ce qu'on identifie le bon cas d'usage? Voilà. Déjà, c'est d'où vient le cas d'usage. Ça peut être des choses, comme ça a été évoqué précédemment, qui sont déjà déployées dans l'entreprise et que vous souhaiteriez pouvoir peut-être mettre à l'échelle ou en tout cas développer plus largement et rendre officiel dans l'organisation. Ça peut être des problématiques concrètes rencontrées par des collaborateurs dans l'entreprise. On parlait des RH, on parlait du juridique, on peut parler du service client, on peut parler de la production, plein de, plein de domaines comme ça. Et puis, de manière très simple, maintenant, la plupart des entreprises ont des analytics, ils ont des business intelligence, ils ont des outils de suivi. Même dans les entreprises du numérique, on a tous des suivis de métriques de nos produits. Donc, à partir de là, vous avez certainement aussi des indicateurs déjà intéressants qui vont vous remonter des cas d'usage. Mais bien sûr, qui trop en bas mal train, vous ne pouvez pas tous les adresser d'un coup. Lesquels valent vraiment le coup d'investir au tout début? Il vous faut donc très, très largement, une fois là-dessus, pouvoir déterminer quels sont vos critères d'arbitrage. La maturité de la population cible en est un premier. Ça peut être l'ambition, l'impact business que ça vise. Le domaine prioritaire. Vous voulez absolument investir sur ce domaine parce qu'il a un problème particulier, que ce soit un problème de productivité, par exemple, ou un problème marché. Et puis, tout simplement, lister en équipe vos critères de sélection, lister avec vos sponsors vos critères d'arbitrage qui vous permettent de prioriser vos cas d'usage et retenir allez, on va dire 3 cas d'usage, si vous le voulez, qui va vraiment vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Et donc, à la fin, vous avez une cible, un process ou un problème, une proposition de valeur claire, mesurable et mesurée, et un standard cible que vous souhaitez atteindre, notamment en termes de vitrine. Un peu plus dans la gestion du projet, une fois que vous avez ce cas d'usage, il faut quand même être clair aussi sur les objectifs business, ou en tout cas encore les clarifier. Vous avez la direction business, maintenant concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est quelle stratégie vous allez mettre en place dans ce projet-là. C'est en lien encore avec la vision générale, mais quel est le business model? Ok, il va y avoir des investissements réalisés, il va y avoir un retour espéré, est-ce qu'il y a véritablement un ROI? C'est quelque chose que vous pouvez commencer à estimer très tôt dans le projet, en tout cas viser et donner un objectif dessus. Quelle est votre politique en termes de propriété intellectuelle? Est-ce que vous pouvez utiliser une technologie du marché? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez devoir développer en interne, mettre des modèles, par exemple, sur vos propres serveurs? Est-ce que vous allez devoir développer votre propre algorithme à un moment donné, entraîner vos propres outils? Voilà. Ça, c'est pas encore de la technologie, c'est vraiment de la stratégie. C'est
Qu'est-ce qu'on retient là-dessus? Et puis, il y a le domaine de durabilité. Alors, on parle souvent de la durabilité en termes d'écologie. Ça en est, bien sûr. La durabilité, par exemple, sur vos serveurs, la durabilité de consommation électrique, d'achat de composants si nécessaire, ou tout simplement de location d'espace sur le cloud. Mais c'est aussi une question de durabilité, par exemple, si vous avez un environnement très contraint. Je pense notamment aux métiers qui ont besoin d'avoir de fortes contraintes de souveraineté ou de contraintes liées au RGPD, etc., etc. Et ben, qu'est-ce qui fait que votre truc est non seulement faisable, mais aussi viable à long terme, connaissant toutes les contraintes de votre entreprise, en particulier sur ce cas d'usage-là. Et puis enfin, niveau opérationnel, comment concrètement allez-vous réaliser les choses? Quelles équipes? Quel processus? Avec quel budget? Avec quel sponsor? Une fois que vous avez pu cadrer le périmètre et comment vous allez le faire, comment vous allez le développer, là, on va pouvoir commencer à travailler le cas d'usage en lui-même et surtout, maître mot, en proximité. Donc la proximité, c'est quoi? C'est simplement déjà de pouvoir définir quelle est l'expérience cible. Concrètement, comment votre utilisateur va vivre votre solution de GenAI. Donc, est-ce que c'est un assistant? Est-ce que c'est une interface dans vos outils internes? Est-ce que c'est un nouvel je sais pas, un chatbot, un vocal sur un numéro vert, par exemple, à appeler? Vous pouvez être un peu fou là-dessus, mais un truc de réalité virtuelle. Mais concrètement, comment est-ce que quelle est la solution que vous imaginez une fois que vous avez qualifié les problèmes et les sujets avec vos utilisateurs? Quelle est la solution que vous imaginez et à quoi elle va ressembler? Qu'est-ce qui la rend? Quelle est la solution dite désirable? Quel est le workflow cible, etc., etc. Voilà. Donc les interactions, les relations, les habitudes à modifier, éventuellement, ça peut être en lien aussi avec la formation plus tard. Mais plus vous avez une faible distance entre la modification des habitudes et ce que font vos utilisateurs déjà aujourd'hui, plus l'adoption sera grande. Et puis un dernier truc sur l'expérience, ce sont d'identifier assez tôt dans le projet les risques dits de cancer, c'est-à-dire toutes ces petites idées qui font que votre technologie ne sera pas déployable ou adoptée. Exemple, la conduite autonome. Des gens qui auraient dans l'idée que non, confier ma vie à un robot, c'est pas possible, je n'imagine pas une seconde. Voilà, ça c'est un petit truc, mais qui peut très rapidement rendre le robot complètement inutile au sein de l'organisation. Enfin, dans l'occurrence au sein des taxis, mais au sein d'une organisation. Donc, quels sont les cancers aussi que vous pouvez avoir là-dessus? Ça peut être aussi une donnée vérolée ou mal calibrée, etc., etc. Et puis enfin, une fois que vous savez quel cas d'usage vous voulez faire, quel est votre enjeu business et à quoi ça doit ressembler, là, vous pouvez commencer enfin à parler technologie. Alors, la technologie, il y a plusieurs dimensions, on en a parlé, les données, quelles données, de quelle qualité, où elles se trouvent, est-ce que j'ai le droit de les collecter, comment je peux les collecter, quelle technologie je peux utiliser pour les collecter, pour les traiter, pour les nettoyer, etc., etc., etc. Et puis derrière, quel est le processus de développement que vous souhaitez prendre? Est-ce que vous prenez un processus très agile ou à l'inverse, vous voulez vraiment cadrer dans un cadre de sécurité et donc vous êtes obligé de faire du micro-V ou du cycle en V classique. Voilà. Comment vous allez manager vos ingénieurs pour développer ça? Et puis enfin, j'ai envie de dire, j'en parle à la fin, mais ça reste très important, c'est la gouvernance et tout ce qui est compliance, parce que ça reste une hypothèse clé qui fait que vous pouvez être aussi fou que vous voulez sur les étapes précédentes en termes d'imagination. Si ça, c'est pas validé, votre projet ne aboutira jamais, sera jamais viable. Ni faisable d'ailleurs, légalement. Donc voilà, typiquement, ce projet de proximité, vous avez donc la vision stratégique que vous avez définie tout à l'heure qu'on a définie tout à l'heure avec Marianne. Vous ajustez ça avec des cas d'usage. Essayez d'en faire des cas d'usage maîtrisables et maîtrisés. Et puis, en fait, votre cas d'usage, c'est un ensemble d'hypothèses. Donc, encore une fois, boucle itérative. Vous allez, une fois que vous avez bien identifié ça, aller en proximité, commencez à aller voir, prendre des données, les traiter, voir si ça répond au truc. Si jamais vous avez des problèmes qui apparaissent, mettre à jour votre cadrage. Et puis, progresser comme ça jusqu'à faire un prototype, tester l'utilisateur, voir si les premières réactions utilisateurs, peut-être que vous êtes trompé de cible utilisatrice, peut-être que les utilisateurs ont pensé à quelque chose d'autre et donc du coup il faut encore ajuster, cycle classique du produit, et tout ça jusqu'à avoir ce que j'appelle le minimum low viable product, c'est un produit qui puisse être adopté par votre cible d'origine et puis petit à petit peut-être utilisable et grandir au fond. Le tout, c'est de toujours être en proximité avec les personnes pour qui vous développez ça. C'est-à-dire qu'elles sont dans la boucle et j'ai envie de dire, le cas d'usage, il est en autonomie. C'est pas quelque chose qui descend du siège, c'est quelque chose dont l'équipe a quasiment la maîtrise, que ce soit du côté produit développement ou que ce soit du côté
équipe utilisatrice. Il faut vraiment que ce qui fonctionne en symbiose et qu'il soit conscient d'une chose. C'est pas parce que ça a été décidé à un moment donné que ça doit descendre. Le truc, c'est vraiment en proximité, tout se doit se décider en proximité, entre guillemets, et s'aligner avec la vision. La vision ne définit pas la proximité s'aligne avec la vision, ce qui est un petit peu différent. Et donc de là, et ensuite, il vous suffit de pouvoir passer à l'échelle. Une fois que vous avez ces cas d'usage-là qui sont déployés et propres, entre guillemets, commencent à être adoptés, ben là, vous pouvez commencer à se dire comment est-ce que je peux l'ouvrir plus largement, les compléter fonctionnellement parlant, les compléter en termes de nouvelles populations à faire rentrer. Donc déjà, déployer dans cette population-là, si vous avez un grand groupe international, étape par étape, dans les différentes populations internes, contrôler ce déploiement. Avec ça va venir l'augmentation des volumes, donc l'industrialisation. L'industrialisation, il y a derrière le sujet de la robustesse technique. Il ne s'agit pas, si vous avez notamment fait des choix technologiques très internes, très calibrés en interne, il ne s'agit pas d'arriver au seuil maximum d'utilisation de vos technologies, de vos serveurs, de vos CPU, de vos GPU sans avoir anticipé la chose. On a souvent vu des projets bloqués par d'ouverture de serveurs qui mettaient du temps à venir en infogérance. Voilà, donc comment on industrialise ça? Et puis ensuite, la transformation qui s'associe à ça. Et puis après, vous pouvez lancer des nouveaux projets, vous pouvez continuer à développer différents cas d'usage. Et comme ça, de proximité en proximité, vous allez pouvoir, par petites touches, transformer votre organisation tout en maintenant un driver principal qui est l'impact business et l'impact concret pour votre organisation de ce que vous mettez en place. Après, l'IA, c'est pas magique de base. C'est vraiment une technologie qui se réussit au fur et à mesure de cette proximité-là, mais elle ne fera pas tout. Tout n'est pas toujours possible. Et je laisse pour ça notre cher ami Charles-Antoine prendre le relais sur la magie de l'IA, ou la non-magie de l'IA. Ne nous quittez pas tout de suite. On va ouvrir la session de Q&A. Il ne nous reste plus que 250 slides dans les 8 prochaines minutes, donc il n'y a aucun souci, on va y arriver. Alors, je vais juste avancer sur le slide. Effectivement, spoiler alerte de François-Alexandre, l'IA n'est pas magique. Alors, comme on arrive à la fin de ce webinaire, on vous a tout dévoilé, donc vous avez pu voir que c'était une espèce de message subliminal qui sous-tendait beaucoup des interventions et aussi qu'on retrouve dans pas mal de fantasmes dans l'usage de l'IA qui va résoudre à peu près tous les problèmes du monde. C'est pas vrai. On vous a parlé de ces 3 grands axes. On vous rappelle juste que malgré l'ordre séquentiel de notre présentation, hein, on est des humains, on peut processer une information visuelle qu'à peu près séquentiellement. Dans la réalité, ces trois piliers se déroulent en parallèle, sont liés entre eux et avec des intensités variables en fonction du temps. La GenAI, bon, effectivement, c'est pas magique, ça fait des trucs intéressants, ça résout pas tous les problèmes, parfois ça en engendre. Elle permet quand même d'accomplir des tâches auparavant à peu près impossibles ou qu'on n'avait pas le temps de faire. Ça privilégie certainement la qualité, la profondeur, la largeur et l'exploration, plutôt que la simple productivité qui est, selon nous, trop souvent mise exclusivement en avant comme étant le facteur déclencheur. Ça implique la définition d'un certain nombre d'intentions, et vous avez entendu ces intentions tout au long de l'intervention, que ce soit des aspects use case, éthique, compétences, souveraineté et vision, tout autant que la planification de ces actions, donc avec un certain nombre de verbes qui nous mettent en mouvement. Et l'anticipation d'un certain nombre de ces bénéfices là qu'on vient d'évoquer à l'instant. Juste comme en bon français, as a reminder, on vous a mis ici les recettes qu'on avait annoncées et qu'on a traitées en principe dans le fil de la discussion pour être certain de rater, mais tout autant un certain nombre de clés de succès qu'on a vues chacun dans nos différentes expériences. Je crois que c'est le moment de passer à la session de Q&A. On ne saurait trop vous rappeler qu'on a notre événement qui a lieu le 23 juin, c'est ça, Pauline?
pense que Oui, c'est tous tout à fait ça. Je les viens juste intervenants. d'ajouter tous les détails en fait dans le fil de conversation. Donc en fait, on a un événement, c'est une matinale en fait en partenariat entre le GT IAG ainsi que le GT Maintenance. Et il y aura en fait de nombreux témoignages, de retours d'expérience ainsi que de nombreux cas concrets. Ce sera vraiment beaucoup plus opérationnel en fait que toute cette discussion que nous venons d'avoir dans ce webinaire. Ce sera un événement qui sera à Paris de 9h à midi et demi le mardi 23 juin. Et donc, vous avez le lien d'inscription ainsi que tous les détails en fait dans le fil de conversation. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et oui, nous allons pouvoir passer. En fait, j'ai vu qu'il y avait différentes questions dans la partie Q&R. Plusieurs questions pour toi, François-Alexandre, je pense. Une première de Nicolas. Je ne sais pas si tu peux la voir. Il posait la question sur les développements IA ne risquent-ils pas d'être des rustines de l'ERP ou du SI ou du SI? Alors, non, non, en fait, l'approche dont je parlais, c'est une approche qui est en réalité assez classique en termes de product, une approche produit classique. Donc, des rustines, surtout pas. J'ai envie de dire, limite, tout produit interne devrait être développé un peu selon ce schéma-là. Le schéma dont je vous ai parlé, où on fait un grand truc pour tout le monde et on essaye de faire rentrer tout le monde et à la fin ils sortent à moitié sonnés et à la fin, alors que de l'autre côté on essaie d'approcher, j'ai envie de dire c'est une best practice qui a été créée il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années avec le Lean Startup et qui a montré ça. Donc l'idée c'est pas de créer des rustines. L'idée c'est qu'on a cette vision stratégique qui permet d'assurer la cohérence de l'ensemble. Et après, j'ai envie de dire le pouvoir, ça vous décidez d'où il vient, mais c'est une symbiose entre une équipe technique qui peut venir de la DSI notamment et une réalité métier des personnels concernés, et puis une réalité économique du business. Un produit ou n'importe quel produit, que ce soit IA ou autre, il doit avoir trois critères. Il doit être désirable, il doit être faisable, il doit être viable. Et c'est la rencontre de l'intersection de ces trois qui fait un produit adopté et adoptable. Donc, est-ce que c'est des rustines? Enfin, j'espère que je réponds à la question, mais est-ce qu'on parle de rustine ou est-ce qu'on parle de choses du genre? Le driver de tout ça, on a dit business durable, viable et faisable. Donc, le driver business est là. Et la vision globale est là pour assurer la cohérence de l'ensemble, bien qu'on laisse en autonomie les équipes, parce que, encore une fois, euh, personne d'autre que les équipes ne sait mieux comment elles travaillent que les équipes elles-mêmes. Je sais pas si je réponds à la question. J'ajouterais une chose, parce qu'il y a eu aussi une intervention de quelqu'un qui disait, est-ce qu'en fait, on n'est pas dans une étude de faisabilité au sens classique des projets IT? J'espère qu'on vous a donné, dans les différents feedbacks qu'on a pu faire, que c'est tout sauf un projet IT, en fait, un projet d'introduction de l'IA générative. L'IT doit y participer parce qu'il doit être supportif, mais c'est d'abord des projets métiers. C'est un projet qui va toucher les collaborateurs très intimement, parce qu'avec l'introduction de l'IA générative, on participe à une transformation de la cognition des gens, beaucoup plus que quand Excel est arrivé ou que le e-commerce est arrivé. Là, on va vraiment travailler sur du très très sensible, au sens le plus français du terme, et donc c'est vraiment tout sauf un projet IT, et je pense que voilà, que ce soit Marianne, Luc, François-Alexandre, Pauline ou moi, on est intimement persuadés et on partage nos expériences là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions Pe- qui... Peut-être juste pour rebondir là-dessus sur un truc, il faut pas oublier que l'IA, c'est un changement de l'expérience utilisateur complète. C'est-à-dire qu'avant, quand on a déployé des outils internes informatiques, c'est qu'on a pris un processus et on l'a outillé en mettant des écrans en face. Résultat, SAP avec des écrans dans tous les sens, on ne comprend plus. Et puis le SaaS est arrivé, on a fait la même chose, mais dans le cloud. Mais déjà, ça avait eu des freins en termes d'adoption, mais là, cette fois-ci, c'était plus d'un point de vue financier, présence de la donnée, etc. Là, on a non seulement cette question de où se situe la donnée, mais en plus la question simplement que demain, on interagira peut-être plus avec des écrans, on interagira peut-être dans d'autres dimensions, vocales, peut-être même à terme, si on est très futuriste, cérébrale avec Vivatech, il y avait un petit truc qui se code là et qui permet de débloquer son PC, c'est un exemple, hein. Mais donc on peut imaginer qu'avec l'IA, notamment générative, on peut aller beaucoup plus loin. Donc ces projets-là, il y a ces dimensions-là qu'il faut aussi prendre en compte très tôt, pas en termes d'études de fiabilité, mais vraiment en proximité avec l'expérience quotidienne de nos utilisateurs.
Nous avions une deuxième question, une autre question en fait, mais beaucoup plus sur des outils ou des exemples d'outils, d'infrastructures qui pourraient en fait être plus compliant pour des secteurs vraiment spécifiques que sont la défense, la finance, la santé et la sécurité. Je pense que je ne sais pas si on veut y répondre là où ce serait plus en fait à développer justement sur cette matinale à Paris pour ces cas concrets qui sont vraiment plus spécifiques et plus dans l'opération Oui, exactement. Je pense que ça mérite une conversation un peu plus à part soutenue entière. Mm. que les 30 secondes qui nous restent. Peut-être qu'on peut conclure ce webinaire en vous remerciant infiniment. Vous êtes restés très très nombreux jusqu'à la fin, avant de basculer sur votre après-midi de call, avant peut-être un long pont. Donc on vous remercie infiniment. Donc c'est le fruit d'un travail de pas mal de temps avec Marianne, François, Alexandre, Luc et tout un tas d'autres personnes du groupe de travail IA génératif qui n'ont pas pu euh, participer activement au talk d'aujourd'hui, mais qui ont contribué activement à l'élaboration de notre présentation. Voilà, on vous remercie infiniment et on espère vous retrouver le 23 juin. Alors, ça sera à Paris, ça sera en présentiel, ça sera une autre modalité. Pauline, Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Très au tous. bonne fin de revoir. semaine. Merci. Au revoir. Bonne fin de Au semaine, revoir. bonne soirée, bonne journée.